Cet atelier, il y en a 4 ce matin, est consacré à un sujet qui est intéressant pour beaucoup de petites villes. C'est la question de la petite ville en périphérie d'une grande agglomération. Voilà, et notamment la question de savoir comment elle peut tirer profit de l'intercommunalité dont elle est membre, à la fois en termes de gouvernance, mais également en termes d'ingénierie. Pour en parler, après mon propos introductif que je vais reprendre, nous avons Maître Plutot, que nous connaissons tous, qui est avocat au barreau de Paris, qui travaille beaucoup pour notre association et qui va nous éclairer notamment sur les questions juridiques et les points d'actualité. Et je lui donnerai la parole après mon intervention liminaire. Nous avons également une illustration de cette question, notamment de l'ingénierie, qui est posée par le travail de 2 jeunes élèves administrateurs de l'INET, l'Institut national des études territoriales, qui forme les futurs administrateurs territoriaux. Et vous avez à ma droite 2 élèves de l'INET, qui sont Marine Kaiser et donc Domitien Détry, qui ont réalisé une étude à ce propos, qui nous en parleront, qui nous la présenteront à 2 voix, et qui nous permettra également d'illustrer concrètement les problématiques dont nous allons parler. Et puis ensuite, et je crois que c'est l'essentiel, nous aurons un large débat entre vous-même et nous-mêmes. Et donc, ça sera la partie évidemment centrale de cet atelier qui doit être interactif, sinon ce n'est pas un atelier. Alors je dirais en introduction que nous avons à la PVF considéré depuis plusieurs années que cette problématique était importante. Pourquoi ? Parce que le premier réflexe, lorsque l'on regarde de l'extérieur, les petites villes et le concept de petite ville, c'est de penser à ce tissu de petites villes bien caractéristiques de notre pays qui anime ces petites villes, un secteur plutôt rural. Voilà, typiquement le cas de Figeac, d'autres villes de ce type, 10 000 habitants, avec un arrière-pays constitué de dizaines de petites communes. Et donc là, on a une ville-centre, une petite ville, qui est le chef-lieu, qui détient les équipements, les services publics et qui anime son pays, sa communauté de communes, son secteur. Mais nous nous sommes rendus compte, cela évidemment depuis longtemps, qu'au sein de la PVF et de façon générale dans notre pays, si l'on prend l'ensemble des petites villes, nous en avons tout autant, pas les chiffres exacts en tête, mais on pourrait les trouver, qui ne sont pas les villes principales d'un secteur rural, mais qui sont des villes périurbaines, c'est-à-dire des villes de 3 à 20 000 habitants qui, notamment, se situent dans des agglomérations et singulièrement dans des grandes agglomérations. J'en suis moi-même un exemple, puisque je suis maire de Wittenheim, qui est une commune de 15 000 habitants, qui est située dans l'agglomération de Mulhouse, en Alsace, qui est la 20e agglomération française. Et donc, avec une ville-centre de 112 000 habitants, une agglomération de 260 000 habitants, et ma ville qui fait 15 000 habitants. Alors la question là, c'est quelle est la place de ces villes, qui sont des petites villes, dans ces agglos importantes, dans lesquelles les différentes réformes, les différentes évolutions depuis la loi Chevènement ont profondément fait évoluer finalement le champ des compétences, les modes de gouvernance. C'est un challenge, c'est une difficulté, parce que traditionnellement, ces petites villes avaient, même lorsqu'elles étaient membres d'une agglo qui n'était pas encore constituée, d'une entité urbaine, elles avaient les moyens, les compétences d'assumer des services publics, d'avoir des équipements structurants. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la vision de l'agglo, très souvent, on a le sentiment que finalement, les villes-centres qui accueillent les fonctions dites métropolitaines en tirent profit, en termes de visibilité, en termes d'attractivité, et que les villages, les petits villages, les communes peu peuplées, souvent en tirent parti aussi, parce que, faisant partie de l'intercommunalité, elles peuvent, par le jeu de la solidarité, attirer des équipements, des services publics que seules elles n'auraient pas pu avoir. Donc, et c'est une des questions qui est posée, est-ce que finalement, dans cette situation, la petite ville, qui est membre d'une intercommunalité dans une grande agglomération, n'est pas un petit peu prise entre 2 feux, entre le rôle dévolu à la ville-centre et d'autre part, eh bien, les petites communes qui tirent profit de l'intercommunalité, qui en sont souvent partisanes, car elles peuvent obtenir par le truchement des financements que dégage l'intercommunalité des équipements que seules elles n'auraient pas. Voilà. Alors on a déjà consacré plusieurs séminaires de la PVF au sujet. On a notamment tenu un séminaire à la Caisse des dépôts avec à chaque fois comme invité un maire d'une grande ville, comme témoin de cette situation. Je me souviens que c'était d'ailleurs Pierre Cohen, qui a été jusqu'il y a peu de temps maire de Toulouse, qui était intervenu sur le sujet.
Et donc nous avions attiré pas mal d'élus, pas mal de techniciens des secteurs concernés. Je crois donc que c'est une problématique extrêmement importante, extrêmement riche. J'ai eu aussi l'occasion de m'exprimer sur le sujet, je crois que c'était à Joigny, dans un atelier, où j'ai dit qu'à mon sens, il était peut-être essentiel de réaffirmer le rôle des petites villes périurbaines dans l'agglo. Voilà. Les agglos ne peuvent pas être que des aspirateurs pour la ville-centre. Première idée. Et donc, deuxième idée, les petites villes, dès lors que les agglos sont maintenant grandes et de plus en plus grandes, après tout ce qui s'est passé au niveau législatif, peuvent constituer aussi des pôles que j'appelle des villes-centres secondaires, c'est-à-dire des lieux d'équilibre à l'intérieur d'une agglo en termes de répartition des équipements des services publics. Autrement dit, je pense que la mauvaise idée qu'on aurait de l'agglo et de la place des petites villes dans l'agglo, c'est de considérer qu'il y a la ville-centre et puis plus rien autour. Il serait d'ailleurs inacceptable à nos yeux qu'on considère que nos petites villes, dès lors qu'elles seraient dans une agglo, ne soient plus que des villes dortoirs et que l'ensemble des équipements, des services publics, par le jeu de cette fameuse métropolisation, soit concentré uniquement sur la ville-centre. Voilà, c'est un petit peu l'enjeu du débat. Donc, quelle place pour les petites villes périurbaines dans les grandes agglos et comment, précisément, peuvent-elles être présentes à la fois dans la gouvernance, bénéficier aussi, ça va être l'étude qui nous est présentée, des avantages que peut revêtir évidemment la constitution de la grande agglo en termes de mutualisation, en termes d'ingénierie, notamment sur les grandes compétences qu'on exerce nécessairement à l'échelle intercommunale. Je pense ici bien sûr aux grandes compétences en matière d'environnement, en matière de transport public par exemple. Il y a d'autres exemples. Donc je crois que c'est un petit peu tout l'enjeu de cet atelier, c'est d'essayer de dégager ces pistes et de voir comment les petites villes peuvent finalement tirer leur épingle du jeu dès lors qu'elles sont maintenant, pour bonne partie d'entre elles, dans cette situation institutionnelle. Voilà, je voulais poser le cadre du débat. Et sur ce, je donne, sans transition, la parole à notre avocat, Maître Bluteau, qui va nous éclairer sur les aspects juridiques et sur l'actualité du sujet. Merci. Bonjour à tous. C'est devenu une habitude de chaque année, dans le cadre des assises, on consacre un atelier à cette question de l'intercommunalité. Et pour ne pas se répéter, on se concentre sur l'actualité, les bonnes pratiques qui ont émergé depuis l'année d'avant. Donc l'aspect bonne pratique sera traité par mes deux acolytes tout à l'heure. Mais on se concentre également pendant un petit temps, qui est le mien maintenant, sur l'actualité strictement juridique de notre question. Alors cette année, nous avons un texte important qui a été adopté et que vous avez, dont vous avez pris connaissance évidemment, la loi qu'on dit MAPAM, la loi d'affirmation des métropoles, plutôt de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier dernier. Et il y a dans cette loi quelques éléments qui vont interagir avec notre question, qui vont concerner très directement les petites villes membres d'une intercommunalité et surtout d'une grande agglomération. Mais on s'efforce aussi chaque année de voir ce qui vous attend pour l'année à venir et ce dont on parlera dans les mois qui viennent. Concernant tous les types d'intercommunalité, tous les types d'établissements publics de coopération intercommunale, il y a deux points sur lesquels je veux centrer mon propos ce matin, quitte à faire une sélection. Et je dirai quelques mots très rapidement ensuite du cas particulier des métropoles, car c'est évidemment là-dessus que la loi s'est concentrée cette année, mais vous n'êtes pas tous concernés par le statut de métropole, si bien que j'y consacrerai un temps plus court. Je reviens donc à ce qui concerne cette année l'ensemble des intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles. Et il y a notamment un point dont je trouve qu'on n'a pour l'instant pas beaucoup parlé, alors qu'il va, être un point très important de stratégie dans les relations entre les communes et les intercommunalités dans les mois qui viennent. C'est le coefficient de mutualisation des services. Je ne sais pas si vous avez découvert ce nouvel objet, mais il me semble, compte tenu de son importance stratégique, qu'il mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. Vous connaissez tous le coefficient d'intégration fiscale, le CIF. Bon. Et vous en comprenez l'esprit, plutôt que de distribuer forfaitairement 25 € par habitant de DGF à toutes les communautés de communes, le législateur est venu,
imaginer ce coefficient d'intégration fiscale pour dire vous aurez d'autant plus que vous jouez vraiment le jeu de l'intercommunalité et que vous intégrez une part plus importante que la moyenne des recettes fiscales au niveau de l'intercommunalité. Donc, en quelques mots, plus les recettes fiscales du territoire remontent à l'intercommunalité, plus la DGF augmente parce que son coefficient d'intégration fiscale augmente. Et il est venu dans les esprits que ce critère de la part des impôts était certes pertinent mais insuffisant. Et que pour mieux se rendre compte de la réalité de l'intégration communautaire, de la réalité de l'intégration de la vie locale au niveau intercommunal, il était également possible d'observer le degré de mutualisation des services. D'où coefficient de mutualisation des services. Qu'est-ce que c'est précisément? Le coefficient d'intégration fiscale, c'était le rapport entre le montant des impôts perçus au niveau de l'intercommunalité et, en dénominateur, le total des impôts perçus au niveau de l'intercommunalité et des communes membres. Le coefficient de mutualisation des services, c'est très simple, hein, tel que c'est décrit dans la loi. C'est le rapport entre le total des rémunérations versées au niveau de l'EPCI, au niveau de l'intercommunalité, aux personnels qui y sont affectés, c'est-à-dire le personnel de l'intercommunalité plus les personnels mis à disposition et transférés, sur le total des rémunérations versées par l'intercommunalité et l'ensemble des communes membres. Voilà. Donc le critère peut paraître un peu fruste et rudimentaire, le total des rémunérations, mais on voit bien l'esprit. Coefficient de mutualisation des services pour observer dans quelle mesure l'intercommunalité est venue, après avoir aspiré les impôts, aspirer les ressources humaines. Mais la question pratique, c'est à quoi est-ce que cela va servir? Parce que sinon, ce n'est jamais qu'un indicateur qu'on pourrait trouver à la fin d'un rapport des chambres régionales des comptes. Et en fait, cet indicateur-là va très probablement avoir une importance pratique. Pour l'instant, dans le cadre des débats sur cette loi MAPAM, le législateur n'est pas allé jusqu'à dévoiler l'intégralité, peut-être, de ses vues. Et il a dit, dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi, donc avant, en principe, le 27 juillet 2014, le gouvernement va présenter un rapport sur l'utilité de ce coefficient. Plus précisément, sur les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la DGF perçue par les communes et les EPCI. Donc on voit comment, dans les mois qui viennent, il est extrêmement probable qu'en plus du CIF, vous ayez à calculer, en quelque sorte, ce CMS, ce coefficient de mutualisation des services, parce que la DGF de vos communes et de vos intercommunalités va en dépendre. Pour l'instant, comme vous le voyez, ce n'est qu'à l'état de rapport. Et la loi annonce bien souvent que le gouvernement est censé rendre des rapports qu'il ne rend pas, certes. Mais le projet politique derrière est très clair. D'autant plus que nous en avons un autre indice. Cet autre indice, c'était le texte original du projet de loi dont ceci est issu. Dans le texte original du projet de loi dont ceci est issu, ce fameux coefficient devait déterminer le montant de 10% de la DGF. Ce ratio de 10%, il n'existe plus. Mais il a été annoncé au stade du projet de loi, il a été écrit au stade du projet de loi, de sorte qu'on se doute que c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Bien. J'en termine ainsi avec le coefficient de mutualisation des services, mais vous voyez comment, pour le redire d'une autre façon, alors que les dotations se réduisent, l'un des moyens de sauver le niveau, autant que faire se peut, de sa dotation intercommunale et communale, ce sera très vraisemblablement de s'engager dans la voie d'une mutualisation des services, car le statu quo, en matière de mutualisation, risque fort, si ce coefficient est intégré effectivement dans les mois qui viennent, de se traduire par une réduction encore plus forte que prévue de vos dotations. Bien. Le deuxième point qui concerne l'ensemble des intercommunalités concerne les modalités de répartition des sièges entre les communes membres au sein du conseil communautaire. Vous avez tous traversé l'an dernier cet épisode très particulier où on a commencé par simuler quel était l'effet
de la loi sur la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, avant de se mettre autour d'une table pour éventuellement négocier une autre répartition des sièges que celle qui résultait de l'application du tableau légal. Chacun se rappelle de cet épisode obligé de l'été dernier. Bien. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ce mardi, il y a 3 jours, le Conseil constitutionnel a tenu son audience dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par une petite ville, la ville de Salbris dans le Loir-et-Cher, qui, elle, est, pour reprendre la problématique exposée par M. Homé, une ville-centre, animant son bassin rural. Et cette question prioritaire de constitutionnalité, elle porte sur la méthode dérogatoire et négociée que 90% des établissements publics de coopération intercommunale ont utilisé, et que vous avez peut-être utilisé pour finalement déroger à la stricte application de la loi pour répartir les sièges. Bref, elle porte sur cette possibilité de se réunir pour finalement donner peut-être un peu plus de sièges aux petites communes, un peu moins à la grande, bref. Arrêter à la majorité qualifiée, que vous connaissez, moitié des communes, 2 tiers de la population ou l'inverse, une répartition alternative à celle qui découle strictement de l'application de la loi. Bien. Cette question prioritaire de constitutionnalité, elle va être tranchée vendredi prochain, vendredi 20 juin. Dans une semaine, le Conseil constitutionnel dira si la possibilité qui est ouverte par la loi d'arrêter à l'issue d'une concertation une répartition des sièges alternative est bien conforme à la Constitution ou pas. Et je vous invite à regarder vendredi dans la journée quelles seront les informations que les médias spécialisés, que vous connaissez bien, porteront à votre connaissance. Parce que l'issue de cette question est loin d'être évidente. Car quel est le problème éventuel? Le problème vient du principe d'égalité devant le suffrage, d'égalité des citoyens devant le suffrage. Pourquoi? Parce que dans une démocratie représentative, l'égalité des citoyens est assurée si chaque représentant représente le même nombre d'électeurs, si chaque membre d'une assemblée délibérative représente le même nombre de citoyens. Or, que se passe-t-il dans les répartitions négociées que vous avez pu, vous ou certains de vos collègues, arrêter? Eh bien, on a des petites communes, soit ultra-rurales dans les communautés de communes, soit des petites villes périphériques dans les communautés d'agglomération, qui ont négocié plus de sièges que ce que leur population représentait. Je ne parle pas de leur siège de plein droit. Nul, et les initiateurs de la question prioritaire non plus, ne pensent à contester cette méthode. Je parle des négociations qui ont permis de leur attribuer 2 ou 3 sièges alors que, normalement, elles n'en auraient eu qu'un. Eh bien, ce faisant, vous aggravez la disproportion entre le nombre de sièges et le nombre d'habitants que représentent les élus derrière eux. Or, le Conseil constitutionnel n'aime pas ça. Et le Conseil constitutionnel est venu déjà par le passé censurer des cas dans lesquels le législateur avait déformé plus que de raison la représentativité de chaque représentant. Bon, je ne sais pas si je suis clair parce qu'en 3 minutes c'est un petit peu comprimé, mais tel est le problème qui se pose au Conseil constitutionnel, tel est le problème qu'il est en train, au moment où on parle, de trancher, et tel est le problème qui pourrait émerger si il concluait dans une semaine à l'inconstitutionnalité de la méthode dérogatoire sur laquelle vous vous êtes fondé. Quelles en seraient les conséquences? Et je termine par là parce que j'étais trop long. Partout où la répartition des sièges a été contestée devant le tribunal administratif, eh bien, ça pourra avoir une conséquence, parce qu'évidemment, si le Conseil constitutionnel prive de base légale cet arrêté préfectoral retranscrivant votre accord, eh bien, l'accord lui-même est remis en cause. Partout où vous n'avez pas eu connaissance d'un recours devant le tribunal administratif contre votre répartition des sièges, ça ne changera rien. Pour l'instant. Parce que si le Conseil constitutionnel abroge cette disposition législative, dans 5 ans, en 2019, quand il s'agira à nouveau de déterminer quelle est la répartition des sièges entre les communes de votre intercommunalité au vu de sa population, vous ne pourrez plus vous réunir autour d'une table pour décider d'une répartition alternative des sièges. Et donc, c'est là qu'est le lien avec notre sujet de ce matin, il n'est pas exclu que le poids politique des petites villes périphériques d'une grande agglomération en soit minoré. Je vous remercie.
Merci Maître Plutot. En vous écoutant, je me disais qu'on avait bien fait, la communauté d'agglomération de Mulhouse, de prendre le tableau finalement. Bon, et je me faisais une seconde observation, c'est que si le Conseil constitutionnel devait décider que du fait des différences démographiques, la disposition était anticonstitutionnelle, alors là, on pourrait annuler les cantonales depuis 30 ans, hein, parce que dans les cantons, les disparités sont parfois de 1 à 10, voire plus. Bon, c'est une boutade. Alors maintenant, je vais donner la parole à nos deux étudiants qui vont nous parler des travaux qu'ils ont réalisés sur le sujet qui nous intéresse. Donc, Marine Kaiser et Domitien Détry. Voilà, peut-être commencer, on va être... Voilà, vous vous êtes répartis la tâche. On commence par vous, Domitien. Voilà. Merci. Alors, déjà, j'ai du plaisir à revenir ici puisque j'ai travaillé à la PVF il y a une dizaine d'années et c'est toujours un plaisir de retrouver les maires. Je devais parler avec ma collègue Marine de l'étude que nous avions menée sur l'ingénierie, mais en discutant avec notre animateur, Philippe Bluteau, on s'est rendu compte qu'on avait également un regard peut-être intéressant, complémentaire à porter sur la gouvernance des relations communes-communautés dans les grandes agglomérations françaises et comment les petites villes périphériques peuvent peser. Donc moi, je vais concentrer mon propos là-dessus, et ensuite Marine prendra le relais sur la question de l'ingénierie, qui est une question éminemment politique malgré ses aspects techniques. Donc nous sommes en début de mandat, et les débuts de mandat sont toujours l'occasion dans les constructions intercommunales de rediscuter la gouvernance de la mandature. Il y a eu la répartition des sièges avant les élections, il y a la négociation des vice-présidences au moment de la constitution de l'exécutif, qui est souvent un temps fort. Et d'ailleurs, on voit que les équilibres politiques, on observe un certain retour en force, entre guillemets, des petites communes périphériques qui pèsent souvent plus dans les exécutifs et les vice-présidences que ce qu'elles pèsent en poids démographique réel. Ça fait partie d'accords politiques qui sont trouvés pour accompagner la montée en puissance de l'intercommunalité. En tout cas, le sens de l'histoire de l'intercommunalité, qu'on passe en métropole ou qu'on reste communauté d'agglomération, puisque c'est le sujet du jour, c'est davantage d'intégration, puisqu'il y a en perspective le plan local d'urbanisme intercommunal d'ici 3 ans, qui est probablement un sujet qui peut potentiellement fortement crisper la relation commune-communauté. Dans ce contexte d'intégration croissante, comment faire en sorte que les maires, que l'intégration croissante ne soit pas synonyme de dépossession des maires de la maîtrise de ce qui se passe sur leur territoire communal? Je crois que c'est vraiment la problématique centrale. Et ce que je voudrais vous dire sur ce sujet, c'est qu'on part d'un constat général qui est que les maires des petites villes sentent souvent que la décision leur échappe, quand bien même il y a des instances qui sont censées en assurer la préparation, la discussion, l'anticipation. On a des instances légales, évidemment, conseils communautaires, bureaux communautaires, mais qui sont souvent vécues davantage comme des chambres d'enregistrement que comme des lieux de véritables débats politiques. On a eu les conférences des maires qui ont été instaurées de façon informelle dans le précédent mandat dans les grandes agglomérations, qui sont rendues obligatoires dans les métropoles par la loi MAPAM. Et ces conférences des maires, ça a été une première étape pour introduire une gouvernance plus partagée qui permette d'avoir des vraies discussions politiques sur les grands choix intercommunaux. Alors après, le rythme de réunion de ces conférences des maires, la nature des sujets qui sont mis à l'ordre du jour et la maîtrise de l'ordre du jour reflète des situations très différentes dans le rapport de force, entre guillemets, petite ville, intercommunalité. Mais là aussi, la conférence des maires, même si la loi MAPAM la consacre pour les métropoles, c'est un outil dont on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est pas ce garde-fou juridique qui va permettre d'assurer le poids réel des petites villes dans la gouvernance. Cela dit, quand on observe les pratiques dans les 10-15 plus grandes agglomérations françaises, qui sont souvent de statut communauté urbaine et qui vont passer en métropole, mais la problématique peut s'appliquer aux communautés d'agglomération, c'est que dans le dernier mandat, et ça s'amplifie très fortement sur ce mandat qui s'ouvre, se sont négociées des chartes de gouvernance entre la communauté et ses communes. Qu'est-ce que c'est qu'une charte de gouvernance? Alors, il y a des noms très divers qui sont donnés, la charte de coopération intercommunale, la charte de gouvernance politique, le pacte de confiance communautaire parfois. Ce sont des documents cadres de nature politique qui posent à la fois les objectifs de la coopération intercommunale, et ce n'est pas du tout anodin de se mettre d'accord par écrit sur quels sont les objectifs de la coopération intercommunale, parce que ça permet souvent de réinterroger
finalement, la coopération intercommunale, qu'est-ce que c'est au sens propre du terme? C'est une coopérative d'action publique au service des communes. On l'oublie trop souvent au profit d'une espèce de stratégie d'autonomisation de l'EPCI. On y trouve également un certain nombre de valeurs qui vont irriguer la coopération intercommunale, la solidarité, l'équité, le respect de l'identité de chaque commune membre. Et donc c'est là qu'on va parler du respect des souverainetés communales. Et on y trouve surtout des instances politiques et techniques qui sont complémentaires aux instances prévues par la loi. On va y parler de la conférence des maires, de son mode de fonctionnement, de son mode de saisine, du fait qu'elle est toujours saisie en amont des grands dossiers communautaires. C'est souvent là qu'on va dire que la conférence des maires est le lieu d'arbitrage sur les différents communautés. On va également parler parfois de déclinaison territoriale de ces conférences des maires. Dans les grandes agglos, on a de plus en plus des conférences territoriales des maires qui permettent à l'échelle d'un groupe de 4-5 communes de décliner la concertation politique à une échelle plus fine. Et c'est souvent très pertinent quand il s'agit d'engager la concertation sur un plan local, un SCOT ou sur un plan de déplacement urbain ou sur un PLH, par exemple. On va aussi y trouver des instances de gouvernance technique, par exemple avec l'institutionnalisation entre guillemets de la conférence des DGS de communes qui est là pour préparer techniquement le travail politique de la conférence des maires. On peut également y trouver des modes de contractualisation entre l'agglo et ses communes. Ça se trouve de plus en plus des situations où l'agglomération propose à chacune de ces communes un contrat cadre qui est souvent signé pour 3 ans, qui est revu à mi-mandat et qui va décliner les politiques communautaires sur le territoire et surtout dire voilà comment on va fonctionner dans l'exercice des compétences de proximité. Et enfin, on y trouve dans ces chartes de gouvernance, et c'est l'aspect le plus important et le plus sensible du sujet, des modes de décision qui vont garantir in fine la maîtrise des maires sur ce qui se passe sur leur commune en cas de désaccord, c'est-à-dire un droit de veto par exemple, notamment dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui démarrent maintenant. La contrepartie politique pour y aller de façon consensuelle, c'est souvent de dire les maires gardent la maîtrise de la déclinaison sur leur territoire communal du PLUI, et c'est-à-dire que le PLUI devra impérativement être approuvé par les conseils municipaux, alors que la loi ne le prévoit pas. La loi elle prévoit juste qu'il se construit en coopération, je crois, avec les communes, et elle prévoit une minorité de blocage. Bon, finalement, cette minorité de blocage, elle est relativement faible. Donc, dans certaines intercommunalités, on surajoute à ça des règles plus contraignantes où, in fine, il y a un pouvoir de veto des maires sur ce qui se passe sur le territoire de leur commune. Alors, évidemment, le veto, c'est un garde-fou auquel l'objectif, c'est pas d'arriver, l'objectif, c'est de tout faire dans la négociation amont pour pas arriver au veto. Et d'ailleurs, Nantes Métropole avait prévu ce genre de veto sur le précédent mandat qui n'a jamais été activé. Et c'est là tout l'intérêt du sujet, parce qu'en amont, on a tout fait dans la négociation politique et technique pour qu'il n'y ait pas de déclenchement du veto. Donc ces pouvoirs de veto qui sont complémentaires aux minorités de blocage et qui les renforcent peuvent être un moyen très puissant d'assurer pour les maires une forme de souveraineté communale sur les questions d'urbanisme qui sont essentielles. On le voit également sur la voirie, où de plus en plus, avec le transfert de la compétence voirie dans son intégralité, les maires négocient des chartes de bonne gestion de la voirie qui prévoient qu'ils gèrent des enveloppes budgétaires à l'échelle de leur commune en matière de voirie, qu'ils sont maîtres de la programmation des grands travaux, mais aussi que sur les travaux de maintenance du quotidien, qui précisent les modes de travail avec l'intercommunalité pour éviter le syndrome dont ont peur tous les maires, c'est-à-dire que quand un usager les interpelle sur un bout de trottoir cassé devant chez eux, de ne pas attendre 3 semaines que l'interco veuille bien se mobiliser, mais il y a des engagements de service en disant l'interco va intervenir dans les 3 jours, les modes d'information des maires c'est ça, on met une plateforme, en place une plateforme informatique de gestion des réclamations communautaires, etc., etc. Donc sur ces sujets-là, il y a des points d'entrée très concrets pour assurer une forme de souveraineté communale dans la construction intercommunale. Enfin, en dernier lieu, je voudrais souligner que cette question de le poids des communes dans la gouvernance intercommunale, de plus en plus, il prend une autre forme, c'est qu'on est en train de réfléchir à comment organiser les fonctions d'accueil des usagers et de proximité à l'échelle du bloc communal, en faisant de la commune le premier maillon de la relation aux habitants. Parce que souvent, les communautés d'agglomération notamment et urbaines, pour se légitimer, ont développé leur propre réseau de points de contact avec les usagers qui sont souvent en concurrence avec les mairies, alors que pour le citoyen, la porte d'entrée des problématiques territoriales, ça reste le maire. Et il y a un mouvement aussi assez puissant de retour vers les mairies comme porte d'entrée de l'usager.
Et ça peut se traduire notamment par le fait que, alors j'ai parlé de la plateforme de gestion des réclamations communautaires dont la porte d'entrée peut être communale, mais c'est aussi dans certaines intercommunalités où l'exécutif a développé des pôles de proximité qui territorialisent les services. Ces pôles de proximité sont de moins en moins en contact avec les usagers. Le contact avec les usagers est réservé aux maires et ils sont là plutôt en appui des maires dans la gestion des politiques communautaires, mais aussi dans la gestion des politiques municipales. Donc voilà, je voulais vous brosser rapidement l'ensemble des leviers qui sont aujourd'hui à la disposition des maires pour peser dans la gouvernance. Et le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est à l'occasion des conférences des maires qui permettent de poser les grands équilibres du mandat en ce moment, d'inciter à aller vers la formalisation de ces chartes de gouvernance, à aller vers la formalisation de modes de décision spécifiques sur le PLUI, sur la voirie et sur l'organisation des fonctions d'accueil et des fonctions de proximité de l'intercommunalité, pour dire, c'est pas parce qu'on va vers plus d'intégration intercommunale que ça veut dire que le maire va perdre en maîtrise de ce qui se passe sur son territoire. Ça me semble au contraire tout à fait compatible si on travaille en profondeur cette question des modes de gouvernance. Alors du coup, pour faire la transition avec la présentation de ma collègue Marine, je vous invite aussi à regarder de très près la question de l'élaboration du schéma de mutualisation, dont Philippe a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce schéma de mutualisation, il va être le reflet du curseur de la relation commune-intercommunalité. Le schéma de mutualisation dans l'imaginaire collectif, c'est surtout la mutualisation ville-centre-agglo. La question ne se résume évidemment pas à ça. Et si on veut que le schéma de mutualisation reflète un vrai projet de coopération intercommunale au service des communes, l'angle de la plateforme de service aux communes, de la plateforme d'ingénierie au service aux communes comme colonne vertébrale du schéma de mutualisation est une bonne porte d'entrée. Merci. Bonjour. Alors, donc, du coup, moi, je vais plutôt parler d'ingénierie. Pour resituer cette intervention, en fait, avec Domitien et puis quelques autres collègues élèves administrateurs, on a travaillé sur une étude en partenariat avec l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des communautés de France, pour proposer en fait une étude sur les ressources en ingénierie sur les territoires. La manière dont on a fonctionné, c'est il y a eu une enquête quantitative qui a été produite par la DCF, et puis nous, on a été rencontrer des acteurs de l'ingénierie très divers sur les territoires, et derrière, nous avons proposé une étude qui fait un petit peu la synthèse de ces entretiens et qui permet d'avoir un panorama de la manière dont fonctionne l'ingénierie sur les territoires. Le lien avec l'atelier aujourd'hui, c'est de dire que nous, ce qui ressort de nos analyses, ce qui ressort de nos réflexions, c'est que l'ingénierie doit être un moyen pour les communes de peser dans une grande agglo. Et l'intérêt pour nous de venir ici, de venir le présenter à vous, maires de ville, l'intérêt, c'est d'avoir aussi votre ressenti, d'avoir votre retour sur la manière dont l'ingénierie est vécue pour vous, et notamment via les intercommunalités. Parce qu'il nous semble que l'ingénierie est une ressource pour les communes pour peser dans l'intercommunalité. Parce que ce qui se passe, c'est que sous une apparence technique du terme ingénierie, il nous semble que l'ingénierie doit être traitée comme une véritable question politique qui permet à chaque commune de trouver sa place dans un regroupement intercommunal et donc d'être un levier pour peser, puisque l'intercommunalité conçue comme une fédération de communes doit fournir cette ressource en ingénierie aux communes et doit leur permettre de gagner en compétences et de gagner pour elles-mêmes. La question de l'ingénierie, elle se pose pour plusieurs raisons. Parce que les besoins d'ingénierie, ils sont forts, ils sont multiples pour des communes comme les autres, pour toutes les communes. Et d'ailleurs, en particularité sur des milieux plutôt ruraux, mais pour toutes les communes. Les raisons qui font que cette question est davantage pressante aujourd'hui, elles sont multiples. Les raisons, c'est une situation financière qui est souvent très contraignante. C'est un état de la législation et des normes qui est en complexification, qui est difficilement parfois lisible et qui est parfois un peu difficile d'accès. C'est également le retrait d'autres acteurs, notamment le retrait de l'État, marqué par le retrait de la TESAT, consacré par la loi de finances pour 2014. Et puis, la raison pour laquelle la question de l'ingénierie se pose, c'est l'exigence de qualité des projets qui doivent être menés à l'échelle de nos territoires. L'exigence de qualité parce que
il y a toujours une exigence de qualité dans un objectif citoyen et de service public, mais aussi parce qu'à l'aune de financements qui sont contraints et qui sont de plus en plus diminués, eh ben, l'exigence de mobiliser les ressources pour des projets de bonne qualité, elle se fait encore davantage présente. Donc toutes ces questions-là, elles posent des questions de ressources, d'ingénierie, et donc de la manière dont les territoires vont réussir à mobiliser une intelligence pour servir au mieux ce qui va être leur projet de développement plus tard et pour les temps à venir. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'ingénierie, j'ai commencé mon propos en disant qu'on devait se défaire des aspects techniques de l'ingénierie. Nous, notre postulat dans cette étude, ça a été de dire qu'il fallait voir l'ingénierie de la manière la plus globale possible, c'est-à-dire pas simplement comme des domaines techniques liés à la racine de l'ingénieur, mais à tout ce qui pouvait conduire à gagner en ressources, à gagner en intelligence des territoires. Et c'est la raison pour laquelle on a intitulé notre étude « Territoires ingénieux ». En réalité. Et donc l'ingénierie, elle se caractérise par de l'aménagement de l'espace, de la voirie, de l'équipement dans une vision un peu traditionnelle, mais elle peut aller plus loin, elle peut aller dans de l'ingénierie de projet, elle peut être de l'expertise, elle peut être un appui, ça peut même aller vers une logique de réseau et de soutien. Alors une fois qu'on a posé ce besoin en ingénierie qui est fort pour les communes, nous, ici, il nous semble important de dire que le choix de l'interco et le choix d'aller chercher cette ressource en ingénierie au niveau de l'interco, il est particulièrement intéressant parce que ça permet de rebattre les cartes de la relation commune-communauté en réalité. En fait, si on voit la situation, souvent les communautés sont dépositaires d'une ressource, d'une certaine expertise, et aller la chercher pour les communes, c'est pas forcément voir. On pense qu'il faut se départir d'une vision qui serait descendante, où l'interco viendrait donner son expertise aux communes. Parce qu'en réalité, si les communes vont chercher cette ressource au niveau de l'interco, elles vont aller négocier l'apport d'une ingénierie, et du coup, on passe d'une logique prescriptive à une logique négociée, à une logique où les communes vont chercher une ressource et vont chercher la ressource dont elles ont besoin. Donc, dès lors, la relation n'est plus descendante puisque le bloc communal est à la source d'un besoin et c'est le bloc communal qui est impulsion dans cette relation-là. Et l'idée, c'est donc, en se détachant d'une expérience peut-être un peu vécue ou d'une relation descendante et en allant vers un schéma plus négocié, moins prescriptif, on essaye de dire que c'est l'occasion pour les communes d'éviter toute déresponsabilisation qui pourrait parfois être perçue dans une relation intercommunale plus intégrée. Et plutôt qu'une déresponsabilisation, on va vers une mise en capacité des communes, vers une recherche de davantage de ressources, de montée en capacité de la commune via la ressource qui est produite par l'interco. Et c'est l'idée de communes qui seraient proactives, qui seraient motrices de ce qui leur arrive, de ce qui arrive sur leur territoire, dont la ressource provient de l'interco. Donc, en fin de compte, le dessin n'est pas intercommunal, le dessin est communal, et puis l'association intercommunale est un échange de ressources dans une logique d'intelligence globale. Alors, comment tirer profit au mieux de cette relation commune-communauté dans un partage d'ingénierie? Eh bien, il nous semble qu'il était important de rappeler la nécessité d'une bonne définition du besoin. Et là, ça signifie qu'il faut essayer quand les communes vont avoir besoin de ressources en ingénierie et qu'elles vont aller solliciter l'interco, il va falloir définir un besoin de long terme, un besoin qui ne soit pas un besoin momentané et qui s'inscrive dans un projet de territoire global davantage que dans un besoin immédiat. Parce que c'est cette inscription dans un projet de territoire global qui va donner une certaine légitimité à la commune dans sa relation à l'interco, qui va lui donner une visibilité et qui va en faire un acteur davantage que simplement un récipiendaire de ressources. Et donc, on le voit, c'est quelque chose, il y a certaines intercommunalités qui proposent à leurs communes membres des plateformes de services administratifs, et à ce moment-là, les communes
vont aller chercher une ressource dans cette plateforme, une ressource d'appui sur les marchés, sur du contentieux d'urbanisme, sur de l'administration générale, sur des délibérations, ce genre de choses. Et en allant chercher cette ressource, les communes créent les conditions de leur autonomie en réalité, créent leurs conditions de leur non-dépendance à un autre acteur. Et c'est ça qui nous paraît intéressant dans cet apport de ressources. Également, je disais tout à l'heure que cette dimension d'ingénierie perçue comme une question politique permettait de rebattre les cartes de l'intercommunalité parce qu'on passait d'une ingénierie vécue comme prescriptive à une ingénierie qui serait négociée. Et en effet, on renverse la perspective parce que le service fourni par l'intercommunalité à la commune dépasse l'appui ponctuel et s'inscrit dans une logique de long terme pour la qualité des projets, pour la qualité d'un projet qui s'inscrit dans une logique globale de territoire et pour la montée en compétences de la commune et de ses compétences propres. En fait, ça permet quelque part de sortir d'une espèce de dichotomie qui semble-t-il a fait son temps, dans laquelle l'intercommunalité serait une administration stratégique et de mission, alors que la commune serait une administration de gestion. La commune devient impulsion des projets qui ont lieu sur son territoire, ces projets même étant conçus dans un partenariat, dans une logique de ressources partagées. Donc en fait, j'arrive un peu à la conclusion de ce que je voulais avancer, c'est que l'ingénierie est un sujet politique qui peut être un argument pour les communes dans une intercommunalité pour peser et dont elles peuvent se saisir, non seulement pour la qualité de leur projet in fine, mais également pour se positionner en moteur dans une fédération d'intercommunalité conçue comme une véritable coopérative de services et comme un véritable échange de ressources. Et donc, à cet effet, le bloc communal devient pilote. Et il est intéressant de voir que l'équilibre communauté-commune est changé puisqu'il n'est pas simplement descendant. La commune innerve ce que produit l'intercommunalité par sa vision, par ce dont elle a besoin et qu'elle est en mesure d'exprimer. Et puis, on peut encore aller plus loin et voir que cette ressource d'ingénierie qui existe dans la logique intercommunalité commune, elle existe également dans la logique de commune entre communes, c'est-à-dire de mettre à disposition des ressources, et elle existe également dans la logique commune vers intercommunalité, puisque la commune est également dépositaire d'une ressource, d'un savoir dont elle peut faire disposer l'intercommunalité. L'idée est donc bien de dire que s'il existe une ressource sur un territoire et dans un partenariat, elle peut profiter à tous et il est intéressant de créer les conditions dans lesquelles elle profite dans une logique de long terme et dans une logique de réelle mise en capacité. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'il y a là beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et l'étude que vous avez menée sur pas mal de territoires vous a fait toucher du doigt un certain nombre de pratiques qui peuvent être riches d'enseignements pour nous-mêmes. Je crois que des notes étaient prises par M. Vasseur de la PVF et qui nous fera une synthèse de cet atelier et qui pourra ultérieurement, il y aura je crois les actes des assises qui nous permettront de retrouver ces idées qui ont été apportées par cette étude. Moi je me faisais juste une réflexion avant de donner la parole à la salle qui est la suivante. Bien sûr on a parlé là de compétences, on a parlé d'ingénierie. C'est vrai qu'avec les évolutions en particulier sur l'instruction du droit de l'urbanisme, nous savons que les intercommunalités peuvent être, notamment pour les petites communes qui n'ont pas les moyens d'avoir des services instructeurs, et avec la logique du PLUI qui arrive, un centre de ressources. Mais on est quand même sur des terrains, voilà, compétences, ingénierie. Où est la démocratie là-dedans? Parce que c'est un petit peu ça la difficulté. Je pensais aussi à la mutualisation. La mutualisation est présentée comme effectivement un nouvel objectif absolument à atteindre. On parlait du coefficient de mutualisation. Il n'en demeure pas moins que dans les grandes agglomérations, l'administration mutualisée est en règle générale, elle l'est d'ailleurs, c'est l'administration de la ville-centre. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est qui commande. Dans une mairie, nous le savons, nous sommes des maires des petites villes, c'est un lieu où le maire, ses adjoints, impulsent, ou en règle générale, il peut y avoir des exceptions bien sûr, mais l'administration est au service du politique, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que les citoyens sollicitent le maire, parce qu'ils savent que le maire a une capacité d'action et d'impulsion. Je constate, pas seulement dans ma communauté d'agglomération, je suis à l'aise sur le sujet, puisque je suis un des principaux vice-présidents de l'agglo, donc je suis au cœur de la machine, que malgré tout, les grandes administrations des grandes communes, qui sont administrations mutualisées communautaires, ont tendance, comme les administrations des conseils généraux,
comme les administrations des conseils régionaux, à être des grandes machines administratives qui s'auto-fonctionnent, s'auto-administrent, et dans lequel la question de la place de l'élu, et notamment du non-président de l'agglo, parce que le président de l'agglo, en général, il a un pouvoir par ça. C'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. La question de la gouvernance, il faut que les élus des communes dans l'agglo soient également des forces d'impulsion et ne soient pas, ce que j'ai pu constater dans pas mal de communautés d'agglo, en situation d'être en négociation avec le DGS de l'agglo qui va décider de leur accorder ou pas ceci ou cela. Et alors là, c'est un vrai danger. Il faut absolument veiller à ce que ces affaires de mutualisation des développements de l'intercommunalité ne soient pas la cause d'une régression démocratique et d'une inflation technocratique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas du tout résolu ce problème. Donc moi, je voulais, avant de donner la parole à la salle, parler de ce problème, celui de la gouvernance et celui de la pratique démocratique dans l'intercommunalité. Pas assez abordé ce sujet. Je crois que vous avez évoqué un certain nombre de pistes et je crois qu'il fallait en reparler. Et maintenant, on a évidemment, j'imagine, un micro qui va circuler, n'est-ce pas, Monsieur Vasseur, on a un micro ?